Regardez vos villes. Regardez ces cages de verre et d'acier, ces monolithes de béton gris qui percent un ciel souvent pollué, ces labyrinthes de bitume où l'on ne marche plus, mais où l'on transite. Que vous soyez à New York, à Shanghai, à Dubaï et à Tokyo, vous vivez dans une illusion de progrès qui n'est, en réalité, qu'une prison esthétique de haute sécurité. Vous habitez des boîtes, vous travaillez dans des boîtes, et vous vous déplacez dans des boîtes. Le monde moderne a fait un pacte avec le diable, nous avons échangé notre âme, notre sens du sacré et notre besoin viscéral de beauté contre une efficacité stérile et un confort bon marché. Nous avons banni l'imprévisible, l'irrégulier, le patiné, pour lui préférer la ligne droite et la surface lisse, facile à nettoyer, mais impossible à aimer. Et pourtant, au milieu de ce désert de sens, il existe une anomalie. Une résistance silencieuse. Un sanctuaire de pierre qui refuse de mourir. Imaginez un touriste. Appelons-le l'homme métropole. Il vient de l'une de ces mégalopoles où le sol est plat, où les murs sont des écrans et où la nature n'est qu'un concept décoratif sur un balcon au 40e étage. Il débarque en France, non pas pour le luxe des avenues parisiennes, mais pour s'enfoncer dans ce qu'il appelle, avec une pointe de condescendance ignorante, la province. Il roule vers le sud, vers le Luberon, ou vers les falaises escarpées du Lot. Soudain, au détour d'un virage, le choc survient. Là, suspendu entre le ciel et la terre, se dresse Gordes. Ou peut-être Rocamadour, s'accrochant désespérément à la roche comme une prière pétrifiée. À cet instant précis, l'homme métropole s'arrête. Il ne prend pas seulement une photo. Il subit une déflagration ontologique. Son cerveau, formaté par la logique du quadrillage et de l'utilitarisme, refuse d'abord de traiter l'information. Pour lui, ce qu'il voit est impossible. Ce n'est pas une ville, ce n'est pas un village, c'est une illustration d'un livre de contes qui aurait pris vie par un sortilège oublié. Il cherche les caméras. Il cherche les entrées payantes. Il cherche l'éloge des acteurs. Car dans son monde de simulacre, une telle perfection ne peut être qu'un décor de cinéma, une invention de Disney pour satisfaire la nostalgie des masses. Mais la vérité est bien plus cruelle pour son ego de citadin moderne. Il n'y a pas d'acteur. Les volets bleus qui grincent sous le vent ne sont pas des accessoires, ils protègent le sommeil d'un boulanger qui se lève à l'aube. La vigne vierge qui grimpe le long des façades ocre n'a pas été installée par une équipe de scénographie, elle suit son propre rythme biologique depuis des décennies. L'homme métropole réalise avec une horreur fascinée que des gens vivent réellement ici. Ils dorment dans ces murs épais de 3 pieds, ils marchent sur ces calades usées par les siècles, ils respirent cet air qui sent le thym et la pierre chauffée par le soleil. C'est ici que le malaise commence. Ce n'est pas du tourisme, c'est une confrontation. Ce visiteur, qui se pensait au sommet de la pyramide de la civilisation parce qu'il possède le dernier smartphone et un accès au Wi-Fi haut débit, se sent soudainement nu. Il réalise que son environnement quotidien est une insulte à la condition humaine. Il regarde les pierres de ces villages, ces pierres sèches, irrégulières, posées les unes sur les autres avec une patience médiévale, et il comprend que le béton de sa tour de bureau est une matière morte, tandis que cette pierre-là est vivante. Elle porte la mémoire des pluies, des guerres, des amours et du temps qui passe. Elle possède une texture, une odeur, une température. Pourquoi sommes-nous devenus si laids? C'est la question qui hurle dans le silence de ces ruelles. L'homme métropole analyse l'absurdité du beau. Pourquoi une simple fenêtre à meneaux, encadrée de quelques géraniums rouges, a-t-elle plus de pouvoir sur son cœur que toute l'architecture futuriste de son quartier d'affaires? Parce que le village français est la preuve vivante que l'homme est capable de collaborer avec la nature plutôt que de l'écraser. Chaque ruelle qui serpente, refusant la ligne droite pour épouser la courbe de la colline, est une leçon de modestie. C'est un affront direct à la tyrannie de la productivité. Ici, on ne gagne pas de temps, on l'habite. Et alors, les larmes montent. Nous avons tous vu ces vidéos, ces témoignages de voyageurs qui éclatent en sanglots devant la place d'un village du Périgord ou de Provence. Ce ne sont pas des larmes de joie superficielle. Ce sont les larmes d'un deuil. Le deuil d'une vie qu'ils n'auront jamais.
Ils pleurent parce qu'ils réalisent qu'ils ont passé 30 ans dans une boîte en placo-plâtre, entourée de meubles en agglomérés, à regarder des horizons de goudron, alors que l'humanité a su, pendant des millénaires, créer de tels joyaux. Ils pleurent sur la pauvreté de leur propre richesse. Qu'est-ce qu'un compte en banque bien rempli à Dubaï face à la dignité d'une maison de pierre qui a vu passer 10 générations et qui sera encore là quand les gratte-ciels se seront effondrés sur eux-mêmes? C'est là que réside ce que le monde appelle l'arrogance française. Mais est-ce vraiment de l'arrogance? Ou est-ce simplement la tranquillité de celui qui possède la vérité? Nous, Français, nous marchons dans ces villages avec une forme de nonchalance qui rend les étrangers fous de jalousie. Nous trouvons normal d'acheter notre pain dans un bâtiment classé monument historique. Nous trouvons normal que le café de la place soit ombragé par un platane tricentenaire. Cette beauté n'est pas un effort pour nous, elle est notre héritage génétique. Elle est inscrite dans l'ADN de la moindre petite commune de 300 habitants. Nous n'avons pas besoin de « designers » pour rendre nos villages instagrammables. Le temps s'en est chargé. La patine des siècles est un luxe qu'aucune fortune mondiale ne peut acheter. Le monde moderne est obsédé par le « nouveau ». Le village français, lui, célèbre le « durable ». Il est l'antithèse absolue de la société de consommation. On ne remplace pas une pierre de taille. On ne jette pas un village parce qu'il n'est plus à la mode. Cette permanence est une provocation pour ceux qui vivent dans le jetable. L'étranger se sent agressé par cette stabilité. Il réalise que sa vie est une succession d'artifices interchangeables, alors qu'ici, chaque détail a une racine. Regardez l'homme métropole essayer de marcher sur les pavés inégaux. Il trébuche. Ses chaussures de marque ne sont pas adaptées à la réalité de la terre. C'est une métaphore parfaite, l'homme moderne ne sait plus marcher sur le sol de ses ancêtres. Il a besoin de surfaces lisses, de tapis, de mondes aseptisés. Le village français le force à se reconnecter avec la gravité, avec la matière, avec la rudesse magnifique du réel. Nul besoin de discours patriotiques enflammés. La supériorité de la France s'exprime dans le silence d'une fin d'après-midi à Saint-Cirque-la-Popie. Elle se lit dans les ombres portées des arcades de Montpazier. Elle se ressent dans la fraîcheur des murs de pierre alors que dehors, le monde brûle de sa propre agitation. Nous ne possédons pas seulement des maisons, nous sommes les gardiens d'un rêve que le reste de la planète a abandonné pour courir après des chimères de verre. Mais ne vous y trompez pas. Ce spectacle n'est pas une simple curiosité touristique. C'est un miroir tendu à la face du monde. Un miroir qui dit, voici ce que vous avez perdu. Voici ce que vous avez sacrifié sur l'autel de votre modernité déshumanisée. Les villages français ne sont pas des parcs d'attractions pour étrangers en mal de sensations. Ce sont des phares. Des rappels constants que la beauté n'est pas un luxe, mais une nécessité biologique. L'étranger qui repart de chez nous ne repart jamais entier. Une partie de lui reste coincée dans cette ruelle sans nom, près de cette fontaine moussue où l'eau coule depuis le temps des rois. Il rentre dans sa métropole, il reprend son ascenseur, il regarde son appartement design. Et il ressent un vide abyssal. Il sait maintenant qu'il vit dans un décor en carton-pâte. Il sait que la vraie vie, la vie texturée, la vie qui a une odeur de pierre et de soleil, se trouve ailleurs. Il est désormais un exilé de la beauté. Et nous? Nous restons ici. Nous continuons à vivre dans ce que le monde considère comme un miracle, avec cette décontractée certitude que, quoi qu'il arrive, nos villages resteront les ultimes refuges de l'âme humaine. Car si le progrès consiste à construire des villes où l'on a envie de pleurer de solitude, alors nous préférons 1000 fois rester, en retard, à l'abri de nos murs de pierre qui, eux, savent comment accueillir la vie. Mais l'immersion n'est pas encore totale. Pour comprendre la véritable puissance de ce sortilège, il faut s'aventurer plus loin que le simple regard. Il faut pénétrer le secret de l'ombre et de la lumière, là où la pierre devient chair. Entrez maintenant plus profondément dans ce labyrinthe de pierre. Laissez derrière vous la vue panoramique, ce cliché de carte postale qui a d'abord ébloui vos yeux, et enfoncez-vous là où le temps ne se contente plus de ralentir, mais où il finit par s'arrêter tout à fait. Car le véritable choc,
la véritable agression pour l'homme moderne, ne réside pas dans l'ensemble architectural, mais dans l'infini détail de la survie. Regardez cette ruelle. Elle est si étroite que deux hommes ne pourraient s'y croiser sans se frôler, une hérésie pour l'urbanisme contemporain obsédé par les flux et la fluidité. Ici, le sol est un chaos de pavés polis par des siècles de passage. Ce ne sont pas des pierres posées hier par une entreprise de travaux publics, ce sont des fragments d'histoire qui ont senti le passage des sabots des chevaux, le roulement des charrettes, les pas des pèlerins et les fuites des soldats. Pour le touriste venu d'une métropole aseptisée, ce contact avec l'irrégularité est un traumatisme sensoriel. Dans son monde, tout est plat. Le bitume est une surface sans mémoire. Ici, chaque pas est une négociation avec le passé. Chaque pavé est une archive. Et que dire de cette porte? Une simple porte en chêne, massive, grisâtre, dont le bois semble avoir absorbé toute la pluie et tout le soleil du dernier millénaire. Regardez les ferrures, cette poignée en fer forgé, rouillée par les embruns ou la rosée matinale. Un designer de Dubaï ou de Singapour dépenserait des fortunes pour tenter de reproduire artificiellement cette patine, mais il échouerait lamentablement. Car on ne peut pas simuler l'usure de la main humaine sur le métal pendant 300 ans. On ne peut pas fabriquer le temps. Cette porte n'est pas un objet, c'est un témoin. Elle raconte une lignée, une résistance, une fidélité à la terre. Pour l'étranger, habitué aux portes automatiques en verre ou aux serrures biométriques froides, cette pièce de bois devient une relique religieuse. Il n'ose presque pas la toucher, de peur de briser un enchantement qu'il ne comprend pas. Le silence, lui aussi, est une révélation brutale. Pas le silence vide et angoissant d'un désert, mais un silence habité. Le son lointain d'une fontaine qui claque contre la pierre d'un bassin couvert de mousse. Le cri d'une hirondelle qui niche sous un avant-toit de tuiles canal. Et puis, soudain, le son des cloches. L'Angélus. Ce n'est pas une simple indication horaire, c'est le battement de cœur d'une civilisation qui refuse de se laisser dicter son rythme par la frénésie numérique. Pour le visiteur dont la vie est rythmée par les notifications stridentes de son smartphone, ce son de bronze est une claque métaphysique. Il réalise que son temps est fragmenté, dispersé, volé, tandis qu'ici, le temps est une cathédrale. C'est ici que naît la grande polémique, l'insulte suprême que la France lance involontairement au reste de la planète. Regardez ce que le monde tente de faire pour nous copier. Regardez ces simulacres grotesques. En Chine, à Tianducheng, ils ont bâti une réplique de Paris. À Las Vegas, ils ont érigé une tour Eiffel de carton-pâte au milieu du désert. Partout, on essaie de capturer l'esprit français pour le mettre en cage, pour le transformer en produit de consommation de masse. Mais ils échouent tous, systématiquement. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la beauté est une question de forme, alors qu'elle est une question d'âme. Vous pouvez importer de la pierre de taille française à prix d'or. Vous pouvez copier l'inclinaison des toits de l'Aubrac ou la couleur des volets du Luberon. Vous aurez un décor, mais vous n'aurez jamais un village. Car ce qui manque à ces copies, c'est la douleur. C'est le poids des hivers rigoureux, c'est le souvenir des disettes, c'est la fierté des artisans qui ont taillé ces pierres sans savoir qu'ils créaient de l'art, simplement parce qu'ils voulaient que leur maison tienne debout après eux. Le génie français ne réside pas dans un catalogue de styles, il réside dans une éthique de la durée. On ne construit pas un village français en 6 mois avec des investisseurs immobiliers, on le laisse infuser pendant 10 siècles. L'étranger, face à cette réalisation, entre dans une phase de rejet de sa propre culture. Il se demande, avec une amertume croissante, pourquoi son pays a choisi la voie de l'éphémère. Pourquoi a-t-on construit ces centres commerciaux interchangeables qui défigurent la planète? Pourquoi a-t-on accepté de vivre dans des zones résidentielles sans âme où aucune pierre ne raconte d'histoire? Il réalise qu'il a été victime d'une gigantesque escroquerie appelée « progrès ». On lui a promis le confort, la vitesse, la technologie, mais on lui a volé le droit à la poésie quotidienne. On lui a donné une télévision 8K, mais on lui a retiré la vue sur une place de village où le clair-obscur du crépuscule fait danser les ombres sur des façades de calcaire. C'est là que le piège se referme. Car une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus ne pas voir.
Une fois que vous avez goûté à la vérité d'un village comme Eguissem ou Conques, le retour à la réalité est un calvaire. Le visiteur rentre chez lui, à Dallas, à Toronto ou à Séoul. Il sort de l'aéroport, il monte dans sa voiture, il parcourt ces autoroutes infinies bordées de panneaux publicitaires agressifs et de bâtiments fonctionnels en tôle. Et là, le choc est physique. Il se sent comme un étranger dans sa propre maison. Son salon lui semble trop propre, trop vide, trop mort. Ses murs n'ont pas d'épaisseur. Son environnement n'a pas de voix. Il est désormais porteur d'une malédiction. Celle de la comparaison perpétuelle. Désormais, chaque fois qu'il verra une construction moderne, il ne pourra s'empêcher de penser, ce sera détruit dans 50 ans. Chaque fois qu'il marchera sur un trottoir de béton, il cherchera désespérément la résistance et la noblesse d'un pavé ancien. Il est devenu un exilé esthétique. La France ne l'a pas seulement accueilli pour quelques jours, elle a brisé ses chaînes pour le laisser errer dans le désert de la modernité avec la nostalgie d'un paradis perdu. Nous, Français, nous devons mesurer l'immensité de notre responsabilité. Ces villages ne sont pas de simples lieux d'habitation. Ce sont les derniers bastions de la résistance humaine face à l'uniformisation du monde. Les habitants de ces villages, ces agriculteurs, ces artisans, ces retraités, ces familles qui refusent de céder aux sirènes des métropoles, sont en réalité les gardiens du temple. Ils protègent quelque chose de bien plus précieux que de la vieille pierre, ils protègent la capacité de l'homme à s'enraciner. Ils sont la preuve vivante que l'on peut vivre au XXIe siècle sans pour autant renoncer à son âme. Alors, regardez-les bien, ces étrangers qui déambulent dans nos rues avec des yeux de somnambules. Ne les jugez pas trop sévèrement lorsqu'ils s'extasient devant une simple vigne vierge ou une fenêtre de travers. Ils ne sont pas ridicules. Ils sont en état de choc post-traumatique. Ils viennent de découvrir que la civilisation est possible, que l'harmonie n'est pas une utopie, et que la beauté est le seul langage universel qui mérite d'être parlé. La France est une leçon permanente d'humilité pour le monde. Elle n'a pas besoin de crier sa grandeur sur les toits des gratte-ciel, car sa grandeur est chuchotée par chaque interstice de ses murs séculaires. Elle est le dernier pays au monde où l'on peut encore se sentir à la fois chez soi et dans un rêve. Elle est la dernière frontière de la romance dans un univers qui se meurt de sa propre froideur technique. En conclusion, je m'adresse à vous, spectateurs du monde entier qui rêvez de ces pierres, méfiez-vous. Ne venez pas en France si vous n'êtes pas prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le bonheur. Ne venez pas si vous tenez à votre satisfaction stupide pour votre vie moderne et calibrée. Car une fois que la pierre française aura touché votre cœur, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Vous porterez en vous ce manque, cette faim de l'authentique, cette soif de l'éternel. Et à vous, Français, qui avez le privilège inouï de vous réveiller chaque matin dans ce décor de légende, ne prenez jamais cette beauté pour acquise. Regardez votre village non pas comme un décor familier, mais comme un miracle quotidien. Vous êtes les héritiers d'un trésor que le reste de l'humanité donnerait tout l'or du monde pour posséder. Vous êtes les sentinelles de la beauté. Ne laissez personne, jamais, vous dire que vos villages sont des musées. Ce sont des forteresses de l'âme. La question finale n'est plus de savoir si les villages français sont beaux. Elle est de savoir si le monde est encore capable de supporter une telle perfection sans s'effondrer de regrets. Si la fin des temps devait arriver, si tout ce que nous avons construit devait être balayé par le vent de l'histoire, où voudriez-vous vous trouver? Dans une tour de verre anonyme qui s'effritera comme du sable, ou derrière un mur de pierre qui a déjà survécu à 10 apocalypses et qui attend patiemment la 11e en faisant pousser des roses? La France a fait son choix il y a bien longtemps. Le monde, lui, commence à peine à comprendre qu'il a fait le mauvais. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo.